Bonjour à tous, bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Vous êtes en forme? Oui. Alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui? De la psychose autour de l'hantavirus. Pourquoi ce virus, qui est pourtant sous contrôle dans notre pays, provoque une telle inquiétude du côté du gouvernement et parfois aussi de nos concitoyens? Cela réveille le mauvais souvenir du Covid et du confinement. On reviendra sur cet épisode qui a traumatisé la France. La tournée africaine d'Emmanuel Macron, de l'Égypte au Kenya jusqu'en Éthiopie. Il souhaite faire rayonner la France et signer des contrats dans un continent où le sentiment anti-français ne cesse de progresser. Le président a fait de nombreuses déclarations sur la langue française, sur le sentiment des binationaux qui peuvent à la fois aimer à 100% la France et aimer leur pays d'origine. On vous entendra là-dessus, Michel. On va s'intéresser aussi à ce qui se passe à gauche sur l'échiquier politique. Les portes claquent au Parti socialiste. Et puis d'autre part, il y a une étude commandée par Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann, qui conseille de ne pas s'intéresser aux électeurs des classes modestes qui gagnent moins de 1 500 €, ne pas s'intéresser à ceux des banlieues. Lui, M. Glucksmann, affirme ne pas s'en inspirer. Là encore, votre analyse sur la question. Le canon français, nouveau rebondissement. Le député socialiste du Calvados, Arthur Delaporte, veut interdire ces banquets festifs pour motif d'alcoolisme. Un argument que nous allons étudier. Enfin, le point philo, Michel, de l'amitié, de Cicéron. On confond souvent, dites-vous, les copains et les amis. Les Romains avaient une conception de l'amitié qu'ils élevaient au rang de vertu. Est-ce que l'amitié est encore possible? J'espère que oui. En tout cas, on va en parler à la fin de l'émission. Ça vous va comme programme? Parfait. On y va, on commence par l'hantavirus. Le gouvernement reste très mobilisé sur cette question avec un virus qui est sous contrôle, a priori, avec des stocks de masques qui sont tout à fait à jour, nous disent les autorités sanitaires. Les réunions de crise se sont pourtant multipliées toute la semaine, à la fois à Matignon et au ministère de la Santé. Écoutons Stéphanie Rist, la ministre de la Santé. La responsabilité du gouvernement, c'est d'anticiper tous les scénarios, même les inimaginables, et donc même les pires. Donc dès le début que nous avons eu cette alerte, j'ai demandé aux équipes et notamment aux services de faire un point sur évidemment les stocks stratégiques, donc les stocks de masques, mais aussi sur les appareils de poumons respiratoires qu'on appelle les ECMO. On voit l'attention qui est portée à cette question sanitaire. Est-ce que pour vous, ce déploiement d'activités, de réunions, de points presse du gouvernement est une bonne chose, Michel? Est-ce qu'on a appris des leçons de l'épidémie de Covid? Non, sûrement pas. Je pense qu'on fait beaucoup d'idéologie tout le temps, en permanence. Souvenez-vous, avec le Covid, il n'était pas question d'imposer des frontières, parce que la frontière, c'est mauvais. Donc voilà, si vous avez un monstre qui arrive à la frontière, il n'y a pas de frontière, c'est formidable, il peut passer, et c'est mieux qu'on ait le monstre plutôt que les frontières. Je rappelle quand même que la leçon dans cette aventure, c'est que Pedro Sanchez, homme de gauche, a fait savoir qu'il ne fallait pas être égoïste. Et j'ai trouvé ça formidable, tout à fait emblématique de ce qui est devenu la gauche, et qui n'est plus la mienne, mais j'en ai toujours une autre, mais ce n'est pas celle-ci. Parce que ça s'appelle la tyrannie des minorités. Cet homme nous dit, il y a, je sais pas, 10 personnes sur un bateau, et ce serait très égoïste de les confiner sur le bateau. Mais ce n'est pas égoïste, en revanche, de contaminer la planète entière. Il y a une disparition du sens de l'intérêt général et du bien public. C'est-à-dire que oui, c'est pas terrible de se retrouver contaminé sur un plateau, sur un bateau, pardon. Ça peut arriver sur les plateaux, mais c'est rare. Mais c'est quand même pire de contaminer la planète entière. Donc les Américains, qui sont des grands libéraux, disent liberté des droits humains, liberté de la circulation, on a bien le droit de faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, on rentre chez nous, et puis il n'y a aucun problème si en passant, c'est-à-dire on rentre chez nous comment? En bateau, on rentre en avion, on va contaminer la totalité de l'avion, qui va contaminer la totalité de la planète. Il y a une espèce d'arrogance et de suffisance, je trouve ça dire toujours très étonnant chez certains chroniqueurs qui sont des libéraux, qui sont très opposés aux mesures étatiques, et qui ne sont pas du tout gênés par le fait de contaminer la planète entière. Mais sur la France, sur le côté français... Oui, mais la France, c'est quoi dans cette aventure? Puisque les Canaries, c'est l'Espagne, et que c'est la France, puisque nous sommes dans l'Europe. Donc, quand vous commencez à dire, moi tout seul, responsable de gauche en Espagne, j'ai décidé que nous allions accueillir, c'est quelqu'un qui dit, maintenant, il n'y a aucun problème, l'Europe peut se trouver contaminée, il ne faut pas être égoïste. Mais nous avons récupéré, nous, à la fois les cas contacts et à la fois les patients. Oui, mais nous aurions pu peut-être procéder autrement, parce qu'à chaque fois, il y a des déplacements, parce qu'à chaque fois, il y a des ambulanciers, parce qu'à chaque fois, il y a des infirmières, parce qu'à chaque fois, il y a des médecins, parce qu'à chaque fois, il y a des camions qui sont peut-être désinfectés, pas désinfectés, moyennement désinfectés. On ne sait pas tout dans cette aventure. C'est-à-dire qu'on prend le risque de contaminer sous prétexte de principe du genre « la minorité a toujours raison » et la majorité, on s'en moque. Et on peut exposer la majorité de la planète entière sous prétexte que le principe, il ne faut pas être égoïste,
pourrait triompher. Mais c'est ce monsieur qui est égoïste en nous disant mes principes d'abord. Oui, mes principes d'abord. Contaminons peut-être l'Espagne, contaminons l'Europe, mais au moins on n'aura pas été égoïste. Si on est égoïste quand on estime qu'on fait primer l'idéologie sur l'intérêt général et le bien public. La France a confiné ses cas contacts. Ils sont sous contrôle. Donc on ne peut pas dire qu'on a la même politique. Sous contrôle. Sous contrôle. Oui, sous contrôle. On sait ce que c'est. C'est comme le nuage de Tchernobyl, il s'arrête là, et puis voilà. Donc dès que les gens ont commencé à contaminer partout, nous on les prend en charge et on contamine plus du tout. Nous, on est formidables, on sait très bien, on a une médecine extraordinaire, on a des épidémiologistes formidables, on a des gens qu'on voit réapparaître là. Oui. On les a vus il y a 6 ans, on a vu un peu comment ils ont vieilli, comme moi aussi d'ailleurs. Et puis, ils sont encore en train de donner des leçons, et ils sont même parfois sur les plateaux en train de dire « je ne me suis pas trompé », etc. Il suffit juste de googliser les gens qui nous disent qu'ils ne se sont pas trompés pour voir toutes les sottises qu'ils ont pu raconter en long, en large et en travers. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelait « La vengeance du pangolin ». On peut encore lire aujourd'hui. Exactement. Où je disais... conseil. Où je disais, il y a quelque chose qui va arriver, c'est la disparition de toutes ces choses, de toutes ces saloperies, puisque finalement c'est du vivant. Et le vivant, ça meurt. Tout ce qui naît, tout ce qui vit, naît, croît, décroît, les civilisations comprises. Et je disais, il y aura des mutations. Et les mutations vont faire qu'à un moment donné, ça disparaîtra tout seul. Leçon extrêmement simple, il suffit d'avoir un minimum de réflexion sur les faits que tout le monde connaît. La grande peste en Europe au Moyen-Âge, pourquoi est-ce qu'elle s'est arrêtée ? Personne n'a inventé de vaccin. Il n'y a pas eu un moment donné où on a dit, il y a le docteur machin qui a trouvé une potion miracle, et puis toc, d'un seul coup. Non, les virus travaillent comme ils ont à travailler, c'est-à-dire ce qu'on appelle une homéostasie, pour que la nature fonctionne comme elle fonctionne, pour détruire, pour ravager. C'est pas les hommes, je suis pas complotiste. Je dis simplement que la nature, elle travaille, c'est Darwin. Je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de citer Darwin, mais c'est Darwin qui nous fait savoir que ce que veut le vivant, c'est de persister dans son être. Et un virus, c'est du vivant. Lui, il veut persister dans son être. Donc, il veut se reproduire. Il y a un cycle, voilà. Et personne ne peut faire le malin. Ils ont beau faire toutes leurs réunions, là, en disant, il y a un cas, il faudrait, on a fait très attention, etc. Puis on dit, on a fait attention, mais finalement, il y a quand même une fuite quelque part. Et après, on fait quoi ? Il y a un moyen de faire vraiment attention, c'est de dire, hélas, pour les gens qui sont concernés, il y a aussi des gens qui ont des cancers et qui sont confinés dans des hôpitaux, hélas, pour les pauvres malheureux. Et eh bien, il y a la possibilité de dire, là, c'est un foyer d'infection, si on contient le foyer d'infection, mais si on contient, ça veut dire qu'il y a des frontières. Et l'idéologie aujourd'hui, c'est de détruire toutes les frontières. Vous avez raison. Il y a aussi ce traumatisme que chacun a vécu en se disant ça va être le retour du confinement, le retour des masques. Il y a quelque chose qui est resté très ancré dans la mémoire des Français. Oui, moi je suis, vous savez, je suis un moine soldat. Moi, je travaille à mon bureau et puis je peux très bien 3, 4, 5 jours sans sortir. Et si j'ai fait mes provisions pour faire mes courses, ça ne me posera aucun problème. Donc moi, j'ai pas souffert à ce moment-là. Mais pour plein de gens, ça a été terrible. C'est surtout, pour plein de gens, ça a surtout été l'occasion de voir les volte-face du pouvoir. Il faut pas. Masque, pas masque. Il y a des gens qui, Madame Sibeth Ndiaye, qui nous disait que c'était quand même très compliqué à mettre le masque. Et puis après, on nous a dit, de toute façon, le masque, ça protège pas. Puis après, on nous a dit, mais il faut le masque, ça protège bien sûr. Après, il faut le masque pour les enfants. Puis après, non, pas pour les enfants. Puis après, on dit, ça contamine. Mais non, ça contamine pas. Si vous êtes debout à boire un café, ça contamine pas. Mais si vous êtes assis à boire votre café, ça contamine. Les gens, ils n'avaient que ça à faire, regarder la télévision pour se dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, combien de morts. Vous aviez un croque-mort officiel qui arrivait tous les jours, on disait, il y a encore eu tant de morts, etc. On se dit, comment ça se passe chez nous, etc. Donc les gens n'ont pas envie de revivre l'impéritie politique. Il n'y avait pas de masque. Vous avez reçu il y a un peu Hervé Morin, qui est le ministre de... le ministre de rien du tout, il est l'ancien ministre de la Défense, mais le patron président de la région de Normandie, et qui m'avait fait savoir à une époque que lui, qui connaissait tout à fait bien quelqu'un qui, dans la Manche, pouvait produire très rapidement des masques, et là, d'un seul coup, l'administration, la bureaucratie, les règles de Bruxelles, où on a dit, oh non, c'est pas possible, etc. Donc on a organisé la pénurie, etc. Les Français ne sont pas des crétins, ils ont souvenir de l'impéritie des gens qui les ont gouvernés, ils se disent, comme ce sont encore les mêmes au pouvoir, on va avoir probablement les mêmes problèmes, et je comprends qu'ils soient angoissés, d'autant qu'il y a un motif à angoisse avec ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe avec Poutine et l'Ukraine, ce qui se passe avec Trump qui est très imprévisible, ce qui se passe avec le chat, Xi Jinping qui est une espèce de chat, une espèce de sourire oriental comme plutôt, ça. Alors, oui, sphinx si vous voulez, mais il y a du chat dans le sphinx. Absolument. Et donc, et qui lui tient le monde dans sa main. C'est-à-dire, on voit très bien derrière toutes ces images. Et je comprends que des gens soient un peu angoissés. Moi, je connais des gens qui me disent, moi, j'arrête d'écouter la radio, de regarder la télévision, parce que ça m'angoisse. On est sur CNews et sur Europe 1 avec vous, Michel Onfray. On va aussi s'intéresser à l'État, parce qu'on parle de l'État, de la façon dont l'État s'occupe des Français, de la santé des Français, du pouvoir
pouvoir d'achat des Français, parce qu'on sait que la crise au Moyen-Orient impacte grandement le pouvoir d'achat des Français. Est-ce qu'on ne demande pas trop au gouvernement ? Est-ce que nous ne sommes pas assistés, dans une société assistée ? Est-ce que nous ne sommes pas dans le cadre d'un État nounou ? On a posé la question à Franz-Olivier Gisbert, qui était notre invité. Je vous propose de l'écouter et je vous passe la parole ensuite. Le gouvernement, il est là pour protéger. Ça, c'est sûr, c'est un mot qu'ils emploient tout le temps. Voilà, on est là pour l'État protéger. L'État nounou. Oui, mais c'est vrai, c'est sa fonction, la protection. Et donc, là-dessus, il doit aider. Mais quand on a cette politique ultra dépensière depuis des années, ça marche pas. On n'a plus d'argent. Et c'est ça le problème. Et le pauvre, le cornu, je ne sais pas trop ce qu'il peut faire, d'ailleurs, en dehors d'essayer de... C'est une politique de bout de ficelle. Est-ce qu'on est dans le cadre d'un État nounou pour vous, Michel Onfray ? Ça me sépare de Franz parce que j'aime beaucoup, qui est un vieil ami qui m'a soutenu quand toute la gauche m'a laissé tomber au moment de mon Freud, il y a une douzaine d'années, c'était l'époque où mon père venait de mourir. Donc Franz, il peut me demander ce qu'il veut. Mais sur ce sujet, non, je ne suis pas d'accord, parce que quand il dit, on se téléphone régulièrement, et on se voit trop peu, mais on a une discussion sur son livre récent où il dit, mais tant de pourcents de Français sont assistés. Mais si vous allez chez le dentiste et que vous vous faites rembourser, vous êtes assisté. Si vous allez à l'école, vous vous faites assister. Si vous, etc., etc. Donc, c'est quoi l'assistanat ? C'est pas exactement non plus le fait qu'à chaque fois que l'État met la main à la poche, c'est pas forcément mauvais. Moi, je pense que s'il faut sauver une chose des deux quinquennats de Macron, c'est le quoi qu'il en coûte. Ok. Oui, parce là, que... vous dites banco. Oui, non, mais là, il a bien fait, parce que tous ces gens qui nous disent ouais, ils voulaient des faillites. Et qu'est-ce qu'ils voulaient comme faillites aux faillites qui sont déjà là ? Je veux dire, moi, je vois mon boucher qui était un formidable garçon, qui travaillait vraiment beaucoup, etc., qui a été obligé de fermer sa boutique, un poissonnier qui a fermé sa boutique, etc., etc. Des boutiques qui ferment, qui font des ongleries, des shops machin, je ne sais quoi, à la place. Et c'est bien que l'État protège, il est là pour ça, l'État. Quand on dit moins d'État, non, moi, je pense qu'on peut faire des économies. Franz dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire ? Ben si, regardez Sarah Knafou qui vous amène une liste comme ça en disant voilà les dépenses, et quand vous avez des problèmes dans votre propre budget personnel, vous dites on va peut-être pas partir en vacances aux Maldives 3 mois cet été, et puis voilà, et puis on va peut-être pas non plus donner ceci, cela, enfin bon voilà. Et là vous avez un budget, vous avez un gâteau, il faut le partager. Le problème c'est de dire peut-être que cette part-là on peut la faire plus petite, que peut-être que celle-ci on la fait pas, il y aura pas de part qui sera consacrée à ceci ou cela. La gestion d'un budget c'est ça. Quand le général de Gaulle, que Franz aime beaucoup désormais, je suis très heureux qu'il soit sur ces lignes-là, mais quand le général de Gaulle demande à Jacques Rueff, et il le dit souvent d'ailleurs, Franz, vous allez me faire ça, économiquement je veux ça, c'est l'intendance, et l'intendance suit, il obtient. Le général de Gaulle, il dit on est dans un mauvais état financier, je suis général de Gaulle, je ne suis pas économiste, et Rueff et quelques autres travaillent en disant on va faire ceci, on va faire cela. Il n'y a pas de volonté aujourd'hui de faire des économies. Donc s'il n'y a pas de volonté de faire des économies, c'est normal qu'il y ait des dépenses, et s'il y a des dépenses, il y a des dettes, et s'il y a des dettes, etc., etc. Ça me paraît extrêmement simple. Vous savez, un budget, tous les gens ont des budgets dans leur maison, ils savent bien qu'il y a les vacances, il y a l'essence, il y a la nourriture, il y a l'école des enfants, il y a le logement, etc. Et à un moment donné, vous êtes obligé de vous dire sur quoi on tape, sur quoi, etc. Et la culture fait souvent les frais. On va en parler de la culture, parce que absolument. Vous faites la une du JD News pour nous parler de l'idéologie dans la culture. Michel Onfray. On va ouvrir le chapitre de la visite d'Emmanuel Macron en Afrique, une tournée en fait en Afrique qui a commencé en Égypte, où il a inauguré un campus de l'université de la francophonie Senghor, avant d'aller au Kenya. Et quand il était en Égypte, il a évoqué la langue française, qui selon lui vit plus dans le bassin du fleuve Congo que sur les quais de la Seine. On va écouter ce qu'il a dit. Il a aussi évoqué la langue arabe en France. Écoutons. Et ces mots voyagent, parce que cette langue voyage, et je l'ai souvent rappelé, l'épicentre aujourd'hui de la langue française est sur les bassins du fleuve Congo. Elle n'est pas sur les quais de la Seine. Parce que c'est là qu'il y a le plus de locuteurs. Et à ce titre, l'alliance entre l'Égypte et la France est une alliance de paix, de stabilité, de générosité. Je veux que le français continue d'être la langue chérie des Égyptiennes et des Égyptiens, c'est pourquoi on va continuer d'avancer. L'arabe est la deuxième langue parlée en France. Et c'est une réalité qu'il faut souvent rappeler. Et donc la Méditerranée est unie par ce multilinguisme, mais ce projet va nous permettre d'avancer. Pour Emmanuel Macron, deux choses. Un, sur la langue française qui vit là où il y a des francophones. C'est vrai que numériquement, ça se trouve dans le bassin du fleuve Congo. Et après, le fait que l'arabe soit la deuxième langue. Qu'est-ce que ça vous inspire, Michel Onfray ?
D'abord, je vois que pour Emmanuel Macron, la France, ce sont les quais de Seine. Et en dehors des quais de Seine, il y a aussi autre chose. Et même en dehors des quais de Seine, à Paris, il y a autre chose. Et il y a des quartiers dans Paris. Et puis en dehors de Paris, il y a aussi la province. Et dans les provinces, il y a aussi des gens qui parlent le français. Et il y a des endroits où vous n'avez, dans certains villages, que des gens qui parlent français. C'est aussi ça, la France. Donc, C'est un parallèle avec le fleuve Congo, le fleuve de la Seine. Bon, voilà, bref. Venons-en à la langue française. Non, mais on y est, parce que justement, l'intérêt, c'est pas qu'on parle le français, c'est qu'on fasse quelque chose de la langue. C'est pas juste de dire passe-moi le pain, je voudrais du sel, s'il vous plaît, merci, au revoir. Si on dit il parle français, c'est formidable. Non, c'est faire vivre la langue, c'est-à-dire créer. Elle est où la littérature? Elle est où sont les livrets d'opéra en français? Où sont, etc., etc. Où est-ce qu'elle vit, la langue? Elle ne vit pas du simple fait qu'elle soit. Quand vous allez demander votre baguette chez un boulanger, je veux bien que vous puissiez dire que vous faites vivre la langue. La langue française. Mais on fait vivre la langue française. Je veux dire, il suffit d'avoir 300 mots à son répertoire. C'est à peu près tout. Oui, pardon? Voire moins. Et vous pouvez disposer en totalité de 300 mots et n'utiliser qu'à peu près 100 mots. On en est là aujourd'hui avec des gens dont le vocabulaire s'est effondré. Pas de vocabulaire, pas d'intelligence. Pas d'intelligence, facile de gouverner les gens. C'est aussi ça le problème du locuteur. C'est pas seulement la quantité, c'est la qualité. Lui, il pense que la quantité de locuteurs, ça fait la langue française. Non, c'est aussi la qualité des locuteurs. Y aurait-il une espèce de village gaulois où on parlerait un français propre, correct, etc., que ça suffirait. Alors je ne dis pas, quand je dis propre, correct, attention, soyons pas hygiénistes sur ce terrain-là. Hein. On peut intégrer d'autres mots, etc. Oui, mais enfin, éviter les fautes. C'est ça que j'appelle. Les francophones qui parlent le français mieux très que mal. Les Français. Oui. Et d'autres bien mieux bien sûr. que les Français pourquoi de la métropole. Je prends soin de dire, c'est une hypothèse, un village gaulois dans lequel on parlerait comme Jean d'Ormesson, s'il faut parler plus autrement ou utiliser d'autres mots, eh bien là on aurait peut-être une espèce de conservatoire de la langue, ça n'exclut pas bien sûr les autres mots venus de l'étranger. La langue française, c'est pas une langue française qui se serait constituée à partir d'un capital français, donc il y a effectivement des mots latins, des mots grecs et des mots arabes. Mais alors pourquoi se sent-il obligé de faire le parallèle avec la langue arabe, qui serait la deuxième langue parlée en France? Applaudi, parce qu'il aime ça, parce que c'est un narcissique et qu'il veut être applaudi et que quand il change d'endroit, il tient un autre discours et que quand il passe ailleurs, c'est encore un autre discours et on l'applaudit et il est heureux et il est content. C'est quoi l'arabe en plus de ça? C'est comme le corse, c'est comme le breton. C'est-à-dire tous ces gens qui nous disent l'arabe A majuscule, le breton B majuscule. L'arabe littéraire et après il y a tous les... Et puis il y a regardez encore, si vous avez la Corse du Nord ou la Corse du Sud, on va parler d'arabe parce qu'après on va dire que je suis raciste, que je suis etc. Non. Et là, on évoquait Emmanuel Macron. Alors parlons peut-être de la Bretagne. Les Bretons sont plus ouverts quand on leur parle de ça, mais il y a des langues bretonnes. Et parce que tout simplement, la langue, elle suppose un écosystème. Ça se parle dans un endroit où, à l'époque, il y a le pas d'un homme ou le pas d'un cheval. Et puis, quand vous avez fait 300 km à pied ou avec un cheval, vous avez fait de la distance. Et puis, à un moment donné, où vous avez les voitures. Puis, à un moment donné, vous avez les avions, les trains. Puis après, les avions, etc. Donc, après, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais vous avez une option jacobine, y compris chez les Corses, y compris chez les défenseurs du Corse, du Breton, qui estiment qu'il y a un Corse. Et que c'est ça le Corse, mais c'est une décision de qui? Il y a des façons de parler chez les Corses. Il y a de parler le Corse, des Corses d'une certaine manière. Même chose avec le breton, c'est-à-dire que même quand il s'agit de régions, et vous connaissez mon régionalisme, on retrouve les espèces d'obsessions jacobines pour dire, mais il y a une langue, il y a des Arabes. Si vous allez de l'Algérie à l'Égypte, en passant par la Tunisie et le Maroc, vous avez des langues très différentes. Et puis après, vous avez des langues littéraires, vous avez ensuite des langues qu'on dit vernaculaires, qui sont faites pour le quotidien, etc., etc. Donc il faut arrêter de dire n'importe quoi sur la question des langues en disant, en platonicien, le français, l'arabe, la quantité fait la qualité, etc., etc. On voit bien ce qu'il voulait signifier. Il y a aussi eu un moment où il a évoqué le trésor de la binationalité. Écoutons ce qu'il a dit sur le fait qu'on peut être 100% français et 100% de son pays d'origine. C'est qu'il y a des millions et des millions de jeunes en France qui sont des diasporas comme vous. Et pendant trop d'années, on leur a dit « excuse-toi d'être d'une diaspora, excuse-toi d'être ceci ou cela, ou fais oublier un peu ». Non, vous êtes 100% française, 100% algérienne. Accumulez-les, redoublez-les, on en a besoin. Parce que c'est un accélérateur pour nous, Français, d'avoir des jeunes comme vous qui sont françaises et algériennes, françaises et centrafricaines, et qui ont envie de dévorer le monde, de conquérir plein de choses, mais qui sont avec nous.
C'est très important pour moi. Et donc, soyez fiers de cette diaspora, soyez totalement française et totalement africaine. Et moi, c'est aussi pour ça que je suis là. Parce que dans notre pays, et je le dis pour nos amis kenyans qui peut-être ne le savent pas assez, mais il y a des millions et des millions de nos jeunes qui sont totalement français et totalement africains. Et c'est une immense chance pour le pays. Voilà pour Emmanuel Macron qui était là au Kenya. Moi, je pense que c'est profondément sa matrice. Il pense vraiment ce qu'il vient de dire. Bien sûr. Mais On peut être 100% français et 100% mais oui, d'origine. mais oui, ça s'appelle en même temps. C'est-à-dire que c'est la théorie du en même temps. Vous êtes une chose et son contraire. Vous êtes blanc et vous êtes noir en même temps. Vous êtes grand et vous êtes petit en même temps. Vous savez parler l'anglais et vous ne savez pas parler l'anglais en même temps. On ne peut pas être 100% l'un et 100% l'autre, Michel? On est 100% l'un et l'autre si l'on veut, dans la mesure où on est dans un pays qu'on a choisi et qu'on aime ce pays. Et quand le général de Gaulle parle des Français, il ne dit pas « je parle des Français blancs, je parle des Français noirs, je parle des Français musulmans, je parle des Français juifs ». Ça n'existe pas sous sa plume. Il y a ceux qui veulent être français et qui sont 100% français. Mais après, on peut être d'origine algérienne, d'origine malienne, d'origine sénégalaise, italienne, danoise, il y a 1000 ans. Et on peut être musulman, on peut être juif, on peut être catholique, on peut être athée, on peut être hindouiste ou bouddhiste ou ce que l'on voudra. C'est ça le projet du général de Gaulle. C'est évidemment pas le sien. Le projet du général de Gaulle, c'est de dire, vous pouvez garder tout à fait vos façons d'être ou de faire. Il y a des hommes politiques dont je ne donnerai pas le nom, mais qui pratiquent leur judaïsme chez eux, et on ne le sait pas. Et ils sont des grands défenseurs d'une République qui intègre et qui assimile. Assimiler, c'est quand même un peu normal que vous puissiez vouloir assimiler quand des gens viennent en France. Pourquoi ils viennent en France et pas ailleurs ? Parce qu'ils n'aiment pas la France. Non, moi, si je devais partir, il y a un endroit où je n'irai pas dans un endroit où j'ai pas envie de vivre. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire « je viens dans un endroit que je n'aime pas » ? Et puis cette façon de dire « on vous a dit qu'il fallait détester ceci », mais qui est ce « on » ? Et quand tu dis qu'ils sont avec nous, quand il dit qu'ils sont avec nous, nous, c'est quoi ? Il faudrait une discussion avec ce monsieur. Mais c'est-à-dire que nous, la France. Alors, c'est quoi la France chez lui ? Et puis, moi, je veux bien, mais il y a parfois des conflits de loyauté. Quand vous êtes franco-algérien et que vous dites il y a un match de foot entre la France et l'Algérie et que vous dites, alors que vous diriez que quel pays gagne, il y a ceux qui disent n'importe lequel, je serai de toute façon heureux, ça c'est formidable. D'autres qui disent j'aimerais bien que ce soit un match nul, donc je trouve ça formidable aussi. Et puis d'autres qui disent je suis en France, je vis en France, je travaille en France, mais j'espère que c'est pas la France qui va gagner. Donc évidemment, quand vous voyez ça sous cet angle-là, vous avez des gens qui n'ont pas envie de fabriquer une France dont il veut qu'elle soit sur le principe américain. Sauf que l'Amérique... Le multiculturalisme. Un multiculturalisme où chacun vient comme il est, où finalement il y a une espèce d'individualisme généralisé, pourvu que vous consommiez, pourvu que vous achetiez, pourvu que vous soyez des consommateurs, des individus qu'on va flatter dans le sens du poil, alors ça suffit bien, c'est une espèce de grand hôtel, la France. C'est une conception du monde, c'est la conception des démocrates américains, c'est pas la conception des républicains français, qui eux estiment que res publica, c'est ce que signifie l'étymologie du mot, c'est la chose publique. Donc c'est pas l'intérêt particulier, c'est l'intérêt général. Parfois on a envie de faire des choses, puis on les fait pas parce qu'on se dit c'est peut-être bon pour moi, mais c'est mauvais pour la France. Et si le voisin fait pareil en disant il faut que ce soit bon pour la France, il y a un moment donné où on a une entité dans laquelle on peut avoir plaisir à se trouver. Mais qui aujourd'hui peut vouloir être français puisque c'est on. Comme il dit, ce monsieur-là, c'est un certain nombre de on qui font savoir depuis des années que la France est détestable, que c'est Vichy, que c'est Pétain, etc., etc. Que nous avons inventé les chambres à gaz, que nous avons inventé la Shoah, que nous sommes antisémites. Alors maintenant, ça va, c'est l'inverse. Maintenant, il est plutôt de bon ton, quand on est de gauche, d'être antisémite. Mais pendant très longtemps, et c'était une belle époque, et c'était celle que j'aime quand j'aime ma gauche, là. C'est-à-dire c'était une gauche qui était philosémite. C'était pas la gauche qui nous disait « Ah, les juifs, ils sont partout, le capital, le capitalisme, etc. » Et donc, on peut aujourd'hui fabriquer une république si on dit à chacun « Mais bien sûr que vous pouvez continuer à rester algérien, marocain, etc. » S'il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de participer à un projet commun, c'est la fameuse nation de Renan. C'est un projet commun. Le projet commun, on ne regarde pas à la couleur de peau des gens. C'est-à-dire on dit, vous avez envie d'être français, oui ou non ? On ne va pas dire, c'était quoi votre grand-père ? De quelle couleur était votre arrière-grand-père ? Ou de quel étranger descendez-vous ? Ce genre de choses. Ça existe, ça fait partie d'une biographie, mais l'intérêt, c'est pas le passé. Nous n'avons de futur que d'obsession du passé. On n'a pas de présent possible dans ces configurations-là. Absolument. Donc on peut aujourd'hui avoir moi je souhaite qu'on ait un président de la République qui nous dise, bien sûr que vous pouvez être algérien, marocain, etc., mais pas dans la logique qui est la sienne et qui était assez ridicule. Vous pouvez être 100% ceci, 100% cela. Ça s'appelle des mathématiques quantiques. 100 plus 100 plus 100 plus 100 égale 100. Bon. Allez, mais dans la logique de ce monsieur, tout est compréhensible. Michel Onfray, on va faire une toute petite pause. On se retrouve dans un instant face à Michel Onfray. On va évoquer ce qui se passe à gauche. On va évoquer le canon français encore. Et puis ce qui se passe du côté de la culture. Vous nous en parlez cette semaine dans le JDD News. À tout de suite.
On se retrouve d'en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, un petit coup d'œil à ce qui se passe à gauche. Il y a les portes qui claquent au Parti socialiste. Boris Vallaud a quitté la direction du parti à la Rose avec de nombreux membres de la direction. Il refuse une primaire de la gauche non mélenchoniste. Et puis il y a aussi ce qui se passe du côté de Place Publique de Raphaël Glucksmann. Ça vous a intéressé parce qu'il y a une étude qui a fuité dans la presse qui aurait été commandée par ce parti, Place Publique, conseillant à Raphaël Glucksmann de ne pas s'intéresser aux électeurs des classes modestes qui gagneraient moins de 1 500 €, ne pas s'intéresser à ceux des banlieues, parce qu'ils seraient les plus difficilement mobilisables. Il faut éviter, pour l'instant, disait ce rapport, à éviter aussi les 18-25 ans, les familles monoparentales, les électeurs de droite. Et il y a toute une catégorie de personnes à cibler, bien sûr, les classes aisées, les CSP+, les classes moyennes à gauche et au centre. Alors, M. Glucksmann dit, cette note n'a aucune importance, je ne m'en inspire pas. Il l'a démenti formellement sans être inspiré. Qu'est-ce que ça dit pour vous, Michel Onfray, de cette gauche-là ? Ça dit que Raphaël Glucksmann n'est pas ce qu'on dit. Pas le gentil garçon, social-démocrate, pro-européen, européiste, qui n'aurait rien à voir avec tout ce monde-là. C'est la même chose. C'est la même chose que le Parti socialiste, qui est la même chose que Mélenchon, puisque Mélenchon a caporalisé tout le monde. Donc on voit bien que globalement, ils ont un objectif commun, c'est d'être élu personnellement, c'est-à-dire de faire une carrière personnelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas le souci de la France quand on a des obsessions comme ça sociologiques, en disant oui à cela. Lui dit ne pas s'en inspirer. Oui, Bon, c'est son parti qui aurait commandé. Sauf que ça fait 20 ans que ces gens-là s'en inspirent. C'est la fameuse lettre de Terra Nova, qui était faite à l'époque pour Dominique Strauss-Kahn, et qui disait « Laissez partir ce que j'ai appelé moi le peuple old school, qui est toujours dans mon cœur. Laissez-le partir chez Marine Le Pen, puisque de toute façon il est déjà perdu, et allons voir de l'autre côté, et fabriquons un nouveau peuple, ce qui est devenu une nouvelle France. » Avec les femmes seules, avec un féminisme outrancier, avec les antisémites, avec les migrants et ce genre de choses. Donc ça, c'est vieux comme le monde. C'est pas neuf que M. Glucksmann s'en inspire. Ce qui est peut-être un peu plus visible, et là vous me permettrez de parler de ce salon du livre de Vimoutier, où on essaie de m'interdire d'exister, d'être là, d'être présent. Je ne prends même pas la parole. Je suis là pour soutenir un ami qui, lui, veut montrer qu'on peut faire de la culture dans un milieu rural. Et c'est pas le milieu rural. Donc il y a un type de Place Publique qui m'agonie d'injures, qui m'insulte, qui fait savoir aux journaux locaux qui évidemment reprennent sa parole que j'ai dit ceci, que j'ai dit cela, que j'ai renoncé à ceci, que j'ai renoncé à cela, ce qui est totalement faux. C'est totalement faux. Et on se dit tiens, c'est quand même très étonnant, ces gens qu'on présente comme des modérés, ils sont dans la même bande que Mélenchon, c'est-à-dire que M. Glucksmann se fait moquer sur son nom. Consonance juive, donc je rappelle quand même que M. Mélenchon l'a insulté, en disant en gros, il dit juif, comme Epstein, etc. Tout le monde a oublié ça. On a oublié que, parce que ce monsieur qui m'agonie d'injures, qui a une maison particulière, enfin une résidence secondaire dans l'Orne, qui vit à Paris, qui est prof à Sciences Po, etc., enfin tout le petit monde là. Et d'un seul coup, Raphaël Glucksmann se retrouve avec un parti violemment antisémite pour faire barrage contre le Rassemblement national, contre le peuple. Parce que ce militant de l'Orne-là et lui, ils ont en détestation le petit peuple. Parce que ce militant de Place Publique, là, il écrit des livres contre le peuple, pour l'Europe, pour la disparition de la nation, contre les paysans, les campagnards, etc. Parce qu'il faut absolument que ce soit les techniciens de l'Europe qui décident d'imposer le marché, etc., etc. Donc c'est tout ça, Raphaël Glucksmann. Il se fait insulter, il se fait traiter de juif par des antisémites, mais il y va quand même. Et il fait des candidatures communes. Ce monsieur-là, dans l'Orne, candidature commune avec des gens qui sont passionnément antisémites, qui détestent le peuple, qui veulent faire l'économie du peuple, qui ont la détestation de la ruralité, sauf pour avoir une résidence secondaire, mais pas pour y vivre, et qui nous font savoir, il l'a fait savoir, Raphaël Glucksmann, il y a très longtemps, qu'il se sentait, je crois, plus à l'aise à New York que dans je ne sais quelle province française ou province du Nord. Tout est dit. On a des gens qui nous disent oui, plutôt les villes, mais pas les campagnes. Les campagnes, essayons de faire l'économie de ces gens-là. La gauche fait l'économie du peuple depuis mars 1983. Alors justement, ça nous amène à parler du canon français, parce que le lien est tout trouvé. Il y a un député socialiste qui s'appelle Arthur Delaporte, qui a écrit au ministère de l'Intérieur, Michel Onfray, pour lui demander d'interdire les banquets du canon français, notamment après le banquet de Caen. On va écouter ce qu'il dit exactement. C'est le courrier que j'ai adressé hier au ministre de l'Intérieur pour lui demander d'interdire les rassemblements ultérieurs du canon français. Vous savez, ce canon français, c'est ces banquets prétendument populaires, mais qui sont en fait sous couvert de la fête, que nous soutenons évidemment, mais des rassemblements qui ont pu attirer des personnes
peu recommandable, et par ailleurs qui participe à l'alcoolisation massive des participants. Alcoolisation massive des participants, dit Arthur Delaporte. C'est pour ça qu'on devrait interdire le canon français, Michel Onfray. C'est devenu ça, cette gauche-là, interdire, interdire, interdire. Interdire et interdire, interdire. Interdire encore et interdire encore. Interdire les salons du livre, interdire les gens qui, etc. On est tous les deux dans la même ville, je le croise de temps en temps avec sa trottinette dans le train quand il rentre de Paris. Et donc, il ne connaît pas Caen. Ou alors, si vraiment il veut du sanitaire, ce qu'il nous dit, en gros, c'est pas politique, hein, c'est juste sanitaire. Du Calvados, c'est possible. Oui. C'est pas, si c'est sanitaire, alors, moi j'habite dans un endroit où tous les jeudis soirs, samedis soirs, etc., je vois passer des jeunes ivres morts. Ils grimpent sur des voitures, qui hurlent jusqu'à 1h du matin. Et il y a quand une fête des étudiants. Alors je ne suis pas pour l'interdiction de ça, entendons-nous bien. Hein. Je dis juste que l'argumentaire de ce monsieur ne tient pas, que les jeunes puissent continuer à vivre comme ils vivent, la vie qu'ils veulent, etc. Il y a un carnaval des étudiants où il y a des étudiants ivres morts, où il y a des comas éthyliques, où les trottoirs sont remplis de vomi, d'urine, d'alcool, etc. Ça, c'est... Là, on n'interdit pas. Alors si vraiment il veut être un père la pudeur et en grand hygiéniste interdire l'alcool, à ce moment-là, il y a une rue à Caen qui s'appelle la rue, je ne vais pas donner laquelle, mais dire laquelle, mais elle est baptisée la rue de la Soif. Alors on ferme la rue de la Soif, qui est une rue piétonne, où il y a effectivement à peu près 100 mètres de bistrot où les jeunes picolent. Mais au fond, c'est une détestation du peuple, c'est ça? Mais il le dit très vous précisément, voyez. vous dites, mais prétendu populaire, c'est fait prétendu populaire. Mais qui est-il ce monsieur pour nous dire ce qu'est le peuple et ce qui n'est pas le peuple? Et il estime que s'il y a effectivement des gens qui boivent un peu trop, et oui, les jeunes boivent beaucoup, en fin de semaine, ils ont envie de boire un coup, c'est leur affaire. C'est pas la mienne. Moi, je vais pas interdire ce genre de choses. Je vais pas non plus les juger. Je dis juste qu'on ne peut pas se prétendre un défenseur de l'hygiène publique, de lutte contre l'alcoolisme, en disant fermons ces banquets qui sont des banquets prétendument populaires. Mais c'est quoi prétendument populaire? Des gens qui mangent du cochon, qui boivent du vin et qui peut-être ont bu un coup de trop à 3h du matin ou 2h quand ça se termine et qui sont dans la rue. Ça peut exister. Moi, je ne vais pas interdire le festival des étudiants. Je ne vais pas demander à ce qu'on ferme les rues dans lesquelles les étudiants boivent. Ça fait partie de la vie, l'alcool. Et on peut accepter que des gens puissent être alcoolisés. Avec modération. Oui, mais la loi nous oblige à le dire. Oui, mais on ne peut pas empêcher que des gens... Je pense que les socialistes doivent boire aussi, et parfois au-delà de toute modération. On a connu, et on en connaît encore, des gens qui, à la France insoumise, on lève le coude pas mal, et on sait qu'à la buvette de l'Assemblée nationale, il y a des alcooliques notoires, il y a aussi des drogués notoires. Dans tous les partis, oui. Oui, c'est pourquoi il faut arrêter de stigmatiser le canon français. C'est ça le problème. C'est-à-dire, si vous voulez interdire, parce que ces gens-là ne veulent que ça, interdire, dites, ça nous gêne qu'il y ait des fêtes qui nous échappent, plutôt que de traiter le peuple d'alcoolique. C'est ça qui se trouve dit. Le peuple est alcoolique, il faut donc fermer ces choses-là. Alors qu'il arrête de nous dire qu'il a des préoccupations sanitaires. Ce ne sont pas des préoccupations sanitaires, ce sont des préoccupations de politique politicienne. Nous sommes dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, vous faites la une du JD News cette semaine pour évoquer l'idéologisation de la culture. Une partie du monde culturel est, selon vous, devenue une arme idéologique et financée par les fonds de l'État. C'est ça, on demande de l'argent public, mais pas pour élever le peuple, pour l'endoctriner, Michel ? Alors bon, après, il faudrait voir qui subventionne quoi, où, comment, etc. Mais il y a des grands festivals, il y a des grands endroits. Moi, j'adore Wagner. Et si on veut ne pas parler de la France, j'ai été 2 années de suite effrayé par les mises en scène wokistes qui détruisent Wagner, y compris la direction d'orchestre, y compris, enfin tout. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait des préoccupations écologistes, des préoccupations LGBTQ pour monter en scène, je sais pas, l'Or du Rhin, le Crépuscule des dieux ou ce genre de choses. Et on se dit, mais créez vos opéras. Vous n'êtes pas obligé, par exemple, de dire Carmen, ça se termine mal, on va réécrire Carmen parce qu'il ne faut pas que ça se termine comme ça se termine. Carmen, c'est comme ça, on respecte Bizet, on respecte le librettiste, et puis si on veut qu'il y ait un Carmen qui se termine autrement avec quelqu'un qui a un assassinat, eh bien, allez-y, les librettistes. Écrivez des livrets d'opéra et faites d'autres opéras. Il y aura l'occasion de montrer qu'il y a une création en France. Mais il y a une façon aujourd'hui, je parle de l'État pour le coup, je ne suis pas contre les subventions, je ne suis pas non plus contre les subventions d'État, je suis contre le fait qu'elles aillent toujours au même. Et qu'il faille montrer aujourd'hui patte blanche. Moi, j'ai plein de gens qui me disent ne dites pas mon nom, mais je suis dans le cinéma, je suis dans la musique, je suis dans la littérature, je suis dans l'édition, etc. On n'en peut plus de ceci, de cela. On est obligé on écarte ce genre de choses politiquement, idéologiquement, etc. Après, vous faites ce que vous voulez quand vous êtes sur une chaîne privée, quand vous êtes un éditeur privé, ou quand vous êtes... Après, c'est votre affaire. Mais ne prétendez pas à l'universel quand vous idéologisez la culture. Là, on est dans les heures les plus
tragique de ce qu'on a appelé le réalisme socialiste en Union soviétique, avec Jdanov, quoi. Bons auteurs, mauvais auteurs, bons metteurs en scène, mauvais metteurs en scène, et puis parfois vous avez quelqu'un qui est du monde de l'art et qui dit « Ah, quand même, là, ça exagère un peu », hop, il disparaît de la liste, il n'existe plus. Vous avez des metteurs en scène qui ne peuvent plus travailler, vous avez des acteurs qui ne peuvent plus travailler, simplement parce qu'ils ont dit peut-être qu'on pourrait équilibrer. Il ne s'agit pas de désidéologiser pour idéologiser à nouveau, en disant on va passer à une autre idéologie. Moi, je suis dans la logique de Malraux et du général de Gaulle qui nous disait mais contentez-vous de Molière, par exemple, ou des grands classiques. Si vous voulez faire une critique de la société, montez toutes les pièces de Molière et montrez-les en permanence. Vous aurez les Tartuffes, vous aurez les Trissotins, vous aurez les Diafoirus, vous aurez les femmes savantes, vous aurez tous ces individus qui n'ont pas quitté le devant de la scène. Et on aura en même temps respecté. On n'est pas obligé de mettre Don Juan en survêtement avec des lunettes Ray-Ban et puis fumant un chichon et puis ce genre de choses. Tout ça, c'est bien, mais c'est pas, ça va bien. Et on a envie d'une bonne diction avec un bon auteur et une compréhension du texte, plutôt que de dire, vous avez vu, on a donné des gages au politiquement correct. Michel, donc à retrouver dans le JD News, entretien avec vous. Un tout petit mot de ce mois de mai qui est un peu tristouné côté météo. Ça vous a rappelé le mois de mai 1981 et l'élection de François Mitterrand. On va juste écouter une archive de François Mitterrand. Alors c'est un peu plus tard, c'est en 83. Il met fin à la parenthèse socialiste généreuse. Il ouvre la porte à la rigueur. Puis vous allez nous dire ce que vous reste des années Mitterrand. Mais maintenant, nous avons plus que jamais à vaincre sur 3 fronts. Le chômage, l'inflation, le commerce extérieur. C'est une loi à laquelle nul n'échappe. Un pays dont la hausse des prix dépasse celle de ses voisins est condamné à dévaluer d'une façon ou d'une autre. Telle est la vérité. Je devais vous la dire sans chercher d'excuses trompeuses. Mais elle nous dicte notre devoir. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Combattre l'inflation, c'est sauver la monnaie et le pouvoir d'achat. Voilà pourquoi je lutterai, et le gouvernement avec moi, de toutes nos forces contre ce mal et mobiliserai le pays à cette fin. Voilà pour François Mitterrand en 1983. Qu'est-ce que ça vous évoque, Michel Onfray ? Moi, c'est le début de ma conscientisation du fait que la gauche n'est plus de gauche. Et ce qui m'a sidéré, c'est que nombre de gens ont continué à avaler cette bouillie-là en croyant qu'ils étaient encore de gauche. Mitterrand nous dit machine infernale. Vous avez choisi le bon extrait, parce que moi j'ai relu la totalité du texte, c'est très subtil. Hein. Cette façon de dire on arrête la gauche et on va passer à Giscard, on va prendre le programme économique de Giscard et on va même avoir une autre obsession, fini le socialisme et le bonheur, etc., mais réalisons l'Europe, etc. C'est là que ça se joue, c'est dans ce discours. Machine infernale, juste ces 2 mots, c'est quoi la machine infernale ? C'est le fait que pendant 2 ans, il est mal géré. Il n'a pas été capable de gérer en socialiste. On donne de l'argent, on paye partout, on vide les caisses, on s'en vient criminaliser les gens riches, les propriétaires, les capitalistes. À l'époque, les gens disent pas de problème, on emmène notre argent en Suisse, il n'y a plus d'argent, ça s'effronte. La machine infernale, c'est lui. Et qu'est-ce qu'il nous propose par la suite ? Parce que j'ai vu que, 10 mai 81, 10 mai 2016, 2026... 26 plutôt. Il y a eu quelques émissions à la télévision. Alors, on est obligé de dire, sans dire, tout en disant, mais globalement, il en reste toujours, quand on s'est tapé 1 heure ou 2 heures de reportage, que c'était quand même un grand personnage, etc. Il était vichiste, il était maréchaliste, il était compagnon de route de la cagoule, il a reçu la francisque des mains, etc. Il a défendu l'Algérie française, il a envoyé à la guillotine les militants du FLN, etc. Lui, il n'y a aucun problème. Il ne va pas te présenter comme un raciste, comme un fasciste, comme un type d'extrême droite, etc. On le présente toujours comme tonton, l'homme de gauche. Il a essayé, il n'y est pas parvenu. C'est l'homme qui a mis Jean-Marie Le Pen dans une fusée et qui a fait de telle sorte que la France ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc après, on a eu quoi ? La gauche, c'est devenu Bernard Tapie. Et on nous disait, regardez, la gauche, c'est ça. Tout homme de gauche, normalement constitué, je ne sais pas s'il y en a eu, s'il en reste encore, mais aurait dû dire, ah non, moi j'arrête, ça c'est pas la gauche, sûrement pas Bernard Tapie, homme de gauche. Il y a des gens qui ont dit, si, c'est la gauche, vive la crise, libération, on nous disait, salaud de pauvres, vous n'avez qu'à entreprendre, il y en a assez de l'État nounou, etc. C'est la gauche qui nous disait ça. Et qui nous disait en double page, dans Libération, il y a un jeune garçon extrêmement brillant, qui en province fait des choses formidables, et qui n'a pas besoin de subvention. D'ailleurs, il met toute sa grandeur à ne pas demander de subvention. C'est un modèle. Vous savez comment il s'appelait, ce jeune homme ? Allez-y. Philippe de Villiers.
C'est-à-dire que ces gens-là faisaient à l'époque l'éloge de Philippe de Villiers en disant « Regardez, marre de l'État qui assiste tout le monde. » Ce sont des gens qui nous ont dit « Plus d'État nounou ». C'était les Serge Julie, c'était les Laurent, j'oublie son nom, Mouchard, son vrai nom, Geoffrin. Laurent Geoffrin, qui signait les papiers et qui nous racontait tout ça. C'est devenu ça, la gauche. Et les gens ont dit « Mais il faut épouser ça ». Et la gauche aujourd'hui qui nous dit « Les Juifs, il y en a marre, ils sont partout, etc. » On dit « C'est toujours la gauche ». Et ceux qui disent « Ah mais non !» La gauche, pour moi, c'est pas Bernard Tapie, et la gauche, pour moi, c'est pas l'antisémitisme. On dit « Ah, mais c'est bizarre, ce virage de Michel Onfray, l'extrême droite. » Michel Onfray. C'est l'heure du point philo, le moment attendu par nos téléspectateurs, nos auditeurs. Là, vous nous proposez une œuvre de Cicéron, de l'amitié. Expliquez-nous, Michel. Oui, parce que dans les moments où ça tangue un peu, on a besoin d'amis, on compte ses amis, et parfois on n'a pas besoin de tous les doigts d'une seule main. Mais c'est un texte que je relis très souvent parce que, d'abord, j'aime les philosophes romains. Les Grecs, ils sont très théoriciens. Quand Platon écrit un dialogue qui s'appelle le Lysis sur l'amitié, il dit il y a une idée d'amitié, et puis si vous vous rapprochez de cette idée, plus vous en rapprochez, plus vous êtes des amis. Et plus vous êtes loin de l'idée d'amitié. Bon, tout ça c'est fort sympathique, mais c'est très grec. Et les Romains posent des questions très précises. Quand y a-t-il de l'amitié ? Peut-il y avoir de l'amitié entre un homme et une femme ? Est-ce qu'il peut y avoir de l'amitié entre un vieux et un jeune, entre un riche et un pauvre, entre quelqu'un de connu et quelqu'un qui ne l'est pas ? Est-ce que l'amitié, c'est la possibilité de tout faire ? Vous savez, ce truc du genre, l'ami, c'est celui qui, à 3h du matin... Vient vous aider. Vient vous aider parce que vous avez tué quelqu'un et qu'il faut enterrer quelqu'un. En fait, non, ça s'appelle de l'association de malfaiteurs. Ça s'appelle pas de l'amitié. Quand on dit Mitterrand, le sens de l'amitié, non. Il a juste soutenu ses copains qui l'ont soutenu, qui étaient tous des vrais fascistes, eux. Et qui les a soutenus jusqu'à la fin. Ah, c'est beau, l'amitié, dans ces cas-là. Et Cicéron nous dit non, il y a des moments où quand l'ami est inamical, on peut cesser d'être ami. Donc quand est-ce qu'on rompt avec un ami ? Quand y a-t-il rupture ? Quels sont les effets du temps sur l'amitié ? Est-ce que l'amitié, ça vieillit bien avec le temps ? Est-ce que l'amour, ça vieillit bien avec le temps ? On a l'impression que le temps abîme l'amour alors que le temps célèbre l'amitié ou magnifie l'amitié. Est-ce qu'on peut... perdre un ami en cours de route parce qu'on est devenu quelqu'un d'autre. Parce que quand on avait 15 ans, on était à égalité, puis 15 ans après ou 30 ans après, on a fait sa vie, l'un a peut-être une vie plus réussie que l'autre, est-ce qu'on peut rester amis, etc. Et la réponse c'est oui, on peut perdre un ami en cours de route. Oui, la réponse est oui, mais on pourrait reprendre toutes ces questions-là en disant, en y répondant par oui, par non. Je donne envie de lire Cicéron, parce qu'effectivement, lui, il répond à ces questions-là, en nous disant que parce qu'il y a une vertu romaine. Aujourd'hui, les gens confondent le copain et l'ami. Ah, j'ai des potes, j'ai des copains, etc. C'est pas ça. Est-ce que, par exemple, on peut avoir deux amis ou des amis ? Quand Aristote dit ami, il n'y a pas d'amis. On se dit, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'amitié ? Ça n'existe pas. Ou il n'y a pas d'amis avec un S du genre, il n'y a pas plusieurs amis, il n'y a qu'un ami. Enfin, ça fait des siècles qu'on disserte sur cette phrase-là. Mais cette vertu romaine, c'était une vertu entre sages, dit Cicéron. Il faut être sage pour pouvoir être ami, et puis si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez aider à l'amitié, à la sagesse. C'est-à-dire l'amitié, c'est ça permet une espèce d'ascension mutuelle. Et donc c'est un sentiment extrêmement aristocratique. Vous ne pouvez pas avoir 36 amis et vous décidez que tel ou tel sera votre ami. Il y a du coup de foudre. L'amitié, c'est presque une homosexualité sans le sexe. Il y a une espèce de coup de foudre avec un être, sans qu'il soit forcément question de sexualité, mais s'il y a sexualité, il peut y avoir amitié dans l'homosexualité aussi, entendons-nous bien. Et il y a un moment donné où les chrétiens vont commencer à dire « oui, mais c'est un sentiment électif et aristocratique, donc c'est pas bon ». Parce qu'il faut aimer son prochain dans la totalité de l'universel, c'est ce que dit saint Paul. Et donc il faut aimer son prochain dans l'amour de Dieu. Aime-toi comme toi-même pour l'amour de Dieu. Et dans l'ami, il faut aimer celui qui nous conduit à Dieu, vers Dieu, etc. Mais ne pas avoir de sentiment d'élection. Si vous lisez les règles monastiques, qui sont les règles qui édictent le comportement dans les monastères, on vous invite à ne pas avoir d'amis. Parce que vous allez avoir un sentiment électif qui va vous couper de la communauté en Dieu, etc. Donc il y a une amitié grecque, elle était très théorique. Il y a une amitié romaine, elle est très concrète, elle est très vertueuse, elle est très exigeante. C'est l'amitié à laquelle j'aspire, ou j'invite à aspirer. Et puis après, vous avez le catholicisme, le christianisme qui vous dit une amitié en Dieu, mais elle ne doit pas être élective ou sélective. Il faut aimer tout le monde. Et de fait, l'amitié romaine aujourd'hui, elle n'existe plus. Mais elle peut toujours exister si chacun se dit « je lis Cicéron, je regarde comment ça marche et j'essaie de me construire une amitié romaine ». On va se plonger dans cette œuvre de Cicéron de l'amitié pour savoir combien d'amis on peut avoir et lesquels sont les vrais amis et les faux amis. La réponse de Cicéron, on n'a qu'un ami. Un seul ami, oui. Pour la vie. C'est pas forcément pour la vie. Si l'ami s'avère inamical, il peut cesser d'être un ami. Bon. Merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant de vous entendre. C'est fragile et magnifique, et c'est magnifique de sa fragilité, cette amitié-là. Exactement. Merci Michel Onfray, qui peut compter sur ses amis. On se retrouve la semaine prochaine sur CNews et sur Europe 1.